Masai Mara, où le chasseur devient une légende, et où les faibles n'ont plus que leur dernier cri. Masai Mara, une symphonie sanglante de prédateurs. Alors que les premières lueurs de l'aube pointent à l'horizon du Masai Mara, la savane s'éveille. Les rayons du soleil pénètrent la fine couche de brume, teintant délicatement le sol d'un doré éclatant, révélant un paysage apparemment paisible, mais qui est en réalité le théâtre de poursuites acharnées. C'est une terre où l'instinct règne, où toutes les créatures vivent et meurent selon la loi la plus ancienne, le plus fort survit. Le Masai Mara, les vastes prairies du sud-ouest du Kenya, est un paysage naturel qui s'adresse aux âmes sensibles. Sur cette scène, les prédateurs sont non seulement les acteurs principaux, mais aussi les gardiens de l'ordre, empêchant l'écosystème de sombrer dans le chaos. Symbole de la puissance naturelle, ces créatures qui vivent d'instinct, de sang, de vitesse et de tactique. Dans la savane du Masai Mara, rien n'est comparable à la vitesse pure du guépard. Dans un monde où chaque seconde est décisive, le guépard est une balle vivante tirée par l'arc de la nature. Une créature affinée par l'évolution jusqu'à la moindre fibre musculaire. Sous le soleil ardent du Masai Mara, un groupe de guépards, élancé et silencieux, se blottit dans l'herbe jaune. Devant eux, une famille de phacochères, innocents, et dans le viseur des tueurs les plus rapides de la planète. Lorsque le moment est venu, tous les guépards chargent. Une attaque froide, rapide et mortelle, comme toujours dans la nature. Pour ce faire, le guépard possède un corps sculpté par l'évolution pour la vitesse et la létalité. Élancé, flexible comme un fouet nerveux, un dos légèrement arqué, une poitrine fine, de longues pattes comme de l'acier torsadé et une queue flexible qui agit comme un gouvernail lors des changements de direction à grande vitesse. Contrairement à ses parents félins, le guépard est la seule espèce dont les griffes ne peuvent pas se rétracter complètement, offrant une adhérence supérieure sur sol sec, tels les sabots d'un athlète. Sa fourrure jaune pâle, parsemée de taches noires telle une carte topographique des prairies, est non seulement magnifique, mais constitue également un camouflage parfait sous le soleil brûlant d'Afrique. Ils peuvent atteindre une vitesse de 112 km/h, mais ce qui rend le guépard incomparable, ce n'est pas seulement sa vitesse,
mais aussi sa capacité à accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Plus rapide qu'une super voiture de sport. Mais comme un moteur à combustion interne, le guépard ne peut maintenir cette vitesse que sur quelques centaines de mètres avant que son corps ne surchauffe, que ses poumons ne s'assèchent et que son cœur ne batte trop fort. Contrairement à la plupart des félins nocturnes, le guépard est un chasseur diurne. Ce n'est pas un choix arbitraire, mais une stratégie pour éviter la confrontation avec des espèces plus puissantes comme les lions ou les hyènes. Grâce à une vue extrêmement sensible, il peut détecter l'antilope de Thomson à plus de 500 mètres de distance. Une fois sa cible identifiée, généralement un jeune animal faible ou égaré du troupeau, il s'accroupit près de l'herbe, s'approche silencieusement, puis s'élance brusquement comme l'éclair. En moyenne, chaque poursuite du guépard ne dure que 20 à 60 secondes, dépassant rarement une minute. Cependant, avec des sauts de plus de 6 mètres et une fréquence cardiaque pouvant atteindre 200 battements par minute, c'est une course à la vie ou à la mort à l'échelle atomique. En cas de succès, le guépard étrangle immédiatement sa proie avec ses dents acérées, privilégiant la section de la trachée pour réduire les efforts et éviter d'attirer les prédateurs. Mais succès n'est pas synonyme de sécurité. Les guépards ne sont pas doués pour protéger leur proie. Ils ne peuvent pas lutter contre une meute de hyènes, un groupe de jeunes lions, ni même une volée de vautours affamés. S'ils ne mangent pas rapidement, ils sont contraints d'abandonner leur repas, choisissant de vivre pour chasser à nouveau. Les guépards sont généralement solitaires, à l'exception de quelques mâles qui vivent en petits groupes appelés « coalitions ». Les femelles sont de véritables mères célibataires. Après l'accouplement, généralement pendant la saison sèche, la femelle est enceinte pendant environ 90 à 95 jours, puis donne naissance à 2 à 6 petits. Elle se retire dans un endroit isolé, généralement des buissons denses ou des crevasses rocheuses, pour mettre bas. Une portée compte généralement 2 à 6 petits, aveugles, faibles et pesant seulement environ 300 grammes. Les petits deviennent alors des cibles idéales pour les hyènes, les lions, les serpents et même les aigles. Pendant les premières semaines, la mère guépard déplace constamment le nid pour éviter d'être reniflée. Il n'y a pas de meute de soutien, pas de territoire fixe, seulement une vigilance absolue et un instinct maternel. Lorsque les petits sont suffisamment forts pour suivre le rythme, la première leçon de survie commence. Chaque jour, la mère guépard conduit ses petits à travers la savane, non seulement pour se déplacer, mais aussi pour les entraîner à la survie. Trouver des traces, se cacher, observer le vent, choisir le bon moment, tout s'apprend par l'action. De loin,
Elle a repéré la cible. La chasse commence. Pas de mise à mort, pas d'attaque mortelle, cette fois, elle la veut vivante. Elle ramène la proie pour que les petits puissent s'entraîner à tuer. Les petits apprennent la première leçon de leur vie. Le taux de survie à l'âge adulte est inférieur à 30%. Mais si un petit survit aux 20 premiers mois de sa vie, élevé, protégé et dressé par sa mère, il deviendra l'un des tueurs les plus sophistiqués et les plus beaux de la planète. Le plus grand ennemi naturel du guépard ne réside pas dans le monde animal, mais dans une compétition féroce. Il court même le risque d'être tué par des lions pour éliminer leurs adversaires. Malgré sa vie à la limite, le guépard conserve l'esprit du chasseur ultime, silencieux, déterminé, tranchant comme un couteau à travers les prairies. Nul besoin de rugir, juste de la vitesse. Si le guépard est la flèche, le lion est le dieu de la guerre. Nul besoin d'être le plus rapide ni de se cacher dans la canopée. Les lions dominent le Masai Mara grâce à leur stratégie, leur force et leur cohésion de meute, forgée au fil de milliers d'années d'évolution. Dans le monde des grands félins, les lions sont l'un des symboles les plus majestueux et les plus puissants. Avec leur stature massive et leur allure majestueuse, ils terrifient non seulement leur proie, mais réduisent également au silence les prairies du Masai Mara lorsqu'ils les traversent. Les lions mâles se distinguent par leur épaisse crinière, une couronne naturelle qui peut s'étendre de la tête aux épaules, recouvrant parfois la poitrine. Selon la génétique et l'âge, la crinière peut être jaune clair, brun foncé ou noir de jais, une caractéristique qui non seulement témoigne de leur force, mais protège également le cou lors des combats meurtriers entre mâles. Un lion mâle adulte peut peser jusqu'à 250 kg et mesurer près de 2,5 mètres, queue comprise, ce qui en fait l'un des plus grands prédateurs terrestres. Les lionnes n'ont peut-être pas de crinière, mais elles n'en sont pas moins redoutables. Plus légères et agiles, pesant entre 120 et 180 kg, elles sont les principales chasseuses de la troupe, patientes, coordonnées et redoutables. Leur fourrure sable-or, couleur du soleil africain, leur permet de se dissimuler parfaitement dans les prairies arides. Mais derrière cette apparence calme se cache une anatomie optimisée pour la chasse, des muscles des épaules et des membres antérieurs très développés,
leur permettant de lancer des bonds et des coups féroces capables de terrasser une antilope adulte. Leurs dents acérées comme des rasoirs, combinées à une force de morsure pouvant atteindre 650 psi, peuvent pénétrer le cou de la proie en quelques secondes seulement. Les yeux du lion sont un outil de chasse idéal dans l'obscurité. Leur vision nocturne est bien supérieure à celle des humains. Ils n'ont pas besoin de vitesse comme les guépards, mais en contrepartie, ils possèdent une endurance et une discrétion incroyables pour des embuscades courtes mais mortelles. Au royaume des prédateurs, les lions sont les dieux de la guerre. Ils n'ont pas besoin d'être les plus rapides, mais sont toujours prêts à se montrer impitoyables et précis le moment venu. Ici, chaque individu est un maillon d'une machine de chasse parfaite. Les troupes de lions Masaï peuvent compter de 6 à plus de 20 individus, parmi lesquels les lionnes sont de véritables guerrières. Elles ne se contentent pas de chasser, elles élèvent aussi leurs petits, protègent les frontières territoriales et maîtrisent même les tactiques pour des captures précises à chaque pas. Contrairement à l'apparence majestueuse du lion mâle avec sa fière crinière épaisse, son rôle principal est de protéger la troupe et de se reproduire. Et ils le font sans pitié. Deux lions mâles s'affrontent, sans négociation. Ils se ruèrent l'un sur l'autre comme deux tourbillons de chair et de griffes. Un coup fatal mit fin au combat. Le rugissement s'étrangla dans la gorge du perdant. Le vainqueur se tenait là, le corps couvert de sang, haletant. Au loin, la troupe de femelles approcha. Le combat était terminé. Le droit de s'accoupler avait changé de main. Et lorsque le nouveau roi monte sur le trône, il ne se contente pas de prendre le contrôle de la troupe. Il tue tous les lionceaux non sevrés, les enfants du perdant. C'est le seul moyen d'empêcher les femelles de produire du lait, de rentrer en chaleur, les forçant à donner naissance à une progéniture issue de la lignée du nouveau roi. Cruel, mais efficace. Au royaume des lions, l'héritage se construit avec des griffes, du sang et des gènes dominants. Rien n'est plus impressionnant qu'une chasse au lion organisée. Avant que le crépuscule ne tombe complètement sur la savane du Masaï Mara, les lionnes commencent à déployer leur formation en groupe, une équipe tend une embuscade, l'autre poursuit, poussant la proie dans les mâchoires de la mort. Devant elle, la proie est désemparée, l'oreille dressée, mais ignore que la mort resserre son étreinte pas à pas. Et le moment de la chasse est arrivé. Un saut précis, une morsure au cou, une pression suffocante, et la proie tombe en moins d'une minute. La chasse est terminée. Dans la savane, la puissance ne réside pas dans les muscles, mais dans la tactique. Et les lionnes sont les guerrières coordonnées les plus redoutables que la nature ait jamais créées. Une particularité que peu de gens connaissent. Comme beaucoup d'autres carnivores, les lions ne tuent pas leurs proies en les déchirant ou en les faisant saigner à mort.
Ils optent plutôt pour une méthode précise, rapide et efficace. Ils utilisent la pression de tout leur corps pour les plaquer au sol, tandis que leurs dents se resserrent sur le cou, provoquant l'asphyxie et coupant l'irrigation sanguine du cerveau. Une façon d'achever proprement leur proie tout en minimisant les risques de blessures. Cependant, bien que guerriers des steppes, les lions ne sont pas toujours victorieux. Leur taux de réussite à la chasse ne varie que de 25 à 30%, selon les conditions environnementales et la santé de la troupe. Mais avec une tactique coordonnée et une répartition claire des tâches, le mâle mange en premier, suivi de la femelle et des petits. Une seule chasse réussie peut nourrir toute la troupe pendant plusieurs jours. Pendant la saison de reproduction, la femelle ovule lorsqu'elle rencontre un partenaire, un phénomène appelé ovulation induite. Les lions peuvent s'accoupler des dizaines de fois par jour pendant 3 à 4 jours consécutifs. Après 110 jours de gestation, la lionne se sépare discrètement de sa troupe, mais bat dans un endroit caché et revient quelques semaines plus tard. Les lionceaux naissent aveugles et extrêmement vulnérables. Chacun de leurs mouvements est un pari risqué contre la nature. Hyènes, léopards, aigles, et même les rivières peuplées de crocodiles, sont prêts à mettre fin à une nouvelle vie. Mais quel que soit l'animal qu'ils affrontent, le lion reste le symbole ultime de la puissance africaine. Son rugissement peut être entendu jusqu'à 8 km de distance, une déclaration de souveraineté, un avertissement aux ennemis et un appel magique adressé au monde entier. Lorsque vous entendez ce rugissement, même sur un écran de cinéma, vous n'entendez pas seulement un animal appelant sa meute. Vous entendez le cœur du Masai Mara, où chaque rugissement rappelle que la nature est inébranlable. Pas de rugissement, pas de poursuite acharnée, pas d'empreinte au sol. Le léopard n'a rien à prouver. Dans le monde des prédateurs, il n'est ni le plus rapide, ni le plus fort. Mais c'est le tueur le plus silencieux et le plus mortel du Masai Mara. Né pour se fondre dans l'ombre, le léopard arbore une fourrure dorée jaunâtre, parsemée de rosettes, les seules fleurs qui naissent de son instinct de tuer. Les taches noires ne sont pas seulement esthétiques, mais constituent un camouflage parfait contre la lumière du soleil filtrant à travers la canopée des acacias, le rendant presque invisible pour ses proies. Son corps est plus petit que celui d'un lion, mais ses muscles sont si fins, souples et résistants qu'il peut porter des proies 2 fois plus lourdes jusqu'à la cime des arbres. C'est ce qui distingue le léopard des autres prédateurs de la famille des grands félins. Non pas pour se vanter de ses exploits, mais pour protéger son repas des griffes de voleurs opportunistes comme les hyènes et les lions. Tout en haut, parmi les branches tortueuses, il peut manger en silence, sans être dérangé, sans avoir à se battre. Comparé au guépard, l'espèce est souvent confondue. Le léopard est plus trapu, plus petit et plus musclé, avec un motif creux en forme de rosace au milieu plutôt que des taches noires pleines. Il ne court pas aussi vite que le guépard, mais ce n'est pas nécessaire. Le léopard est un tueur silencieux, qui tue en silence, se cache dans l'ombre et disparaît avant même qu'on s'en aperçoive.
Au crépuscule, lorsque le soleil se retire des prairies, le léopard apparaît, silencieux comme un fantôme. Il traque sa proie sous les buissons d'acacia, se déplaçant sans bruit. Chaque pas est un calcul. Chaque bond est le fruit d'une patience et d'une précision absolue. Le moment venu, il bondit soudain hors des buissons d'acacia, un mouvement silencieux comme un couteau. Une morsure mortelle au cou de sa proie. Ses proies idéales ne sont ni les buffles ni les antilopes adultes, mais plutôt des proies de taille moyenne, petites antilopes, babouins, sangliers, lièvres, et même oiseaux et reptiles. Le léopard ne se bat pas pour se mettre en valeur, mais uniquement pour survivre. Et il vit par pure intelligence. N'ayant ni troupeau ni soutien, le léopard est un guerrier solitaire. Il ne chasse pas en groupe, ne divise pas sa part et n'a besoin de personne pour lui ouvrir la voie. Même pendant la reproduction, la femelle trouve un endroit isolé pour mettre bas, généralement dans une grotte, parmi les buissons ou les anfractuosités rocheuses. La gestation dure environ 90 à 105 jours, et la mère élève ses petits en solitaire, se fiant à son instinct de survie. Ce qui aide le léopard à survivre, ce n'est pas sa force, mais sa capacité à être invisible au milieu de la nature vivante. Il n'a pas besoin de rugissement, car c'est l'obscurité. Il n'a pas besoin de troupeau, car c'est l'instinct primitif d'un véritable tueur. Si jamais vous voyez des yeux briller dans l'obscurité sous les acacias, n'attendez pas qu'ils rugissent. Le temps que vous vous en rendiez compte, ils auront disparu, avec leurs proies et leurs traces, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais croyez-moi, ils étaient là. Et ils reviendront. 1. Le Panama, là où l'Amérique du Sud rencontre l'Amérique du Nord, là où les océans respirent ensemble et où la vie se heurte, se mélange et prospère. Là, chaque arbre est une ville vivante. Chaque branche est un chemin. Et chaque espèce, depuis les hurleurs d'en haut, les esprits sages dans l'ombre, jusqu'aux créatures ardentes et aux armées silencieuses d'en bas, fait sa part pour maintenir cette forêt en vie. Ce n'est pas seulement une histoire de 4 créatures. Il s'agit d'une carte vivante d'un écosystème qui fonctionne de manière autonome, s'adapte de manière autonome et lutte chaque jour pour ne pas disparaître. Panama, gardien du souffle de la forêt. Dans la lumière précédant l'aube, alors que la forêt tropicale panaméenne était encore endormie dans la brume et le froid, un hurlement profond déchira soudain le silence. Ce n'était pas le cri d'un prédateur, ni l'appel d'un oiseau matinal, mais la voix du souverain de l'air au-dessus, le singe hurleur. Leur hurlement peuvent parcourir jusqu'à 5 km, résonnant à travers la canopée, les vallées et les collines denses.
Personne ne les a vus. Mais tout le monde savait. Nous sommes là, ne vous approchez pas, le plus grand primate d'Amérique centrale ne règne pas avec ses griffes, mais avec le son. Et dans les bois où tout est obscurci par les ombres et les feuilles, une voix forte est l'arme de survie parfaite. Le larynx a une structure unique avec l'os hyoïde élargi comme un tambour résonnant. Aide les singes hurleurs à produire des sons profonds, riches et de grande portée. Chaque matin, le hurlement n'est pas destiné à provoquer mais à éviter le conflit, une manière astucieuse de diviser le territoire sans effusion de sang. Lorsqu'une meute rugit, l'autre meute l'entend et choisit une direction de déplacement différente. La forêt est ainsi maintenue paisible et les conflits sont minimisés. Contrairement au drame des sons, le mode de vie du singe hurleur est calme, lent et prudent. Ils vivent entièrement dans les airs, de la naissance à la mort, leurs pieds ne touchent presque jamais le sol. Dotés de longues queues flexibles et fortes qui agissent comme un cinquième bras, ils se déplacent entre les hautes branches de la forêt comme des funambules silencieux. Ils mangent des feuilles, un aliment à faible teneur énergétique. Et difficile à digérer. Mais grâce à leur système digestif spécial à fermentation lente, les singes hurleurs ont appris à extraire la vie de quelque chose que de nombreuses espèces négligent. Et à cause de leur digestion lente, ils dorment beaucoup, jusqu'à 15 heures par jour. Le reste du temps, ils le passent ensemble, à se gratter le dos, à jouer, à tenir leurs petits. Pas de bruit, pas d'ostentation, juste une vie paisible de ceux qui savent garder la forêt tranquille. Chaque meute de hurleurs compte environ 6 à 15 individus, dirigés par un mâle plus âgé. Ils vivent comme une famille, pas de compétition, pas de combats inutiles. Mais lorsqu'un autre troupeau s'est approché, la conversation a repris. Un hurlement s'est éleva. Puis une réponse est venue de loin. Personne ne s'est manifesté. Personne n'a besoin de se voir. Il suffit d'entendre pour comprendre où sont les limites et ce qu'il ne faut pas dépasser. Alors que le soleil soulevait les nuages et que la lumière filtrait dans la jungle, les sons du hurleur s'éteignirent progressivement. Les oiseaux gazouillaient. Les grenouilles et les insectes gazouillaient. Un nouveau jour commence. Mais grâce au hurlement
bruyant du matin, les troupeaux ont gardé leur distance. Pas de conflit, pas d'effusion de sang. La forêt est paisible. Et au milieu de tout cela, les singes hurleurs étaient assis là, mâchant tranquillement des feuilles, tenant leur bébé près de leur poitrine, les yeux mi-clos dans la chaleur et le soleil du matin. Dans la nature, où la survie signifie souvent se battre, les singes hurleurs ont choisi une voie différente. Ils ne vivent pas pour dominer, mais pour éviter les conflits. Pas de bagarre, juste un rugissement assez fort pour que les autres comprennent. Ici, il y a un propriétaire. Et dans cette conscience silencieuse, ils préservent le rythme de la forêt avec leur propre souffle et le rappel le plus ancien. Contrairement au hurlement bruyant du singe hurleur, la vie du singe capucin est une série de voyages calmes, mais non moins magiques. Si le hurleur garde la forêt avec sa voix, alors le capucin la domine avec son intellect. Ils ne sont pas gros, ne font pas de bruit fort, mais sont de véritables cerveaux grimpeurs d'arbres. Avec des yeux brillants et des mains habiles, les singes capucins ne vivent pas simplement dans la forêt, ils comprennent la forêt, se souviennent de chaque canopée d'arbres, de chaque arbre fruitier et savent comment l'exploiter au maximum. Chaque saut, chaque pause pour observer, est une expression de l'esprit en action constante. Les capucins sont des maîtres dans l'utilisation des outils. Lorsqu'ils rencontrent des fruits durs, ils recherchent des noyaux. Lorsqu'ils ont besoin d'attraper des insectes, ils cassent des branches d'arbres, aiguisent les pointes, puis se glissent doucement dans la termitière. Personne ne leur a enseigné ces choses, mais la génération précédente l'a fait, et la génération suivante a observé, imité et amélioré. Dans un endroit où le temps passe aussi lentement que la sève d'un arbre, la connaissance orale est le moyen de survie le plus précieux. Ils ne mangent pas à la hâte. Ils sont sélectifs. Les petites mains épluchaient rapidement les fruits, lavaient la nourriture avec de l'eau de source et tapaient sur la pierre pour trouver un son creux, signe que les graines à l'intérieur étaient sèches. Ces actions ne sont pas aléatoires, mais le produit d'une mémoire spatiale sophistiquée, qui permet aux capucins de savoir quel arbre porte des fruits et quand ils sont mûrs. Ils se souviennent des lieux, des saisons et des itinéraires. Au milieu de la forêt de milliers de sons, ils se déplaçaient comme des gens qui étaient allés à cet endroit des centaines de fois.
Les capucins vivent en groupe de 10 à 30 individus, avec une hiérarchie sociale distincte. Un mâle alpha dirige la meute, mais le pouvoir ne vient pas de la force pure, mais de la capacité à se connecter, à lire les situations et à prendre des décisions rapides en temps de crise. Ils se nourrissent ensemble, prennent soin de leurs petits et coopèrent même lorsqu'ils sont confrontés à des menaces, créant ainsi un cercle défensif composé de sons, de corps et de tactiques. Bien qu'ils vivent en haute altitude, les capucins n'ont pas peur de redescendre sur Terre. Ce sont des gens courageux, prêts à prendre des risques si nécessaire, mais qui calculent toujours avant d'agir. Contrairement à de nombreux autres primates, les capucins aiment explorer. Ils expérimentaient constamment, ils retournaient des rochers pour trouver des insectes, cassaient des branches pour tester leur dureté, et jouaient même avec de l'herbe, des vignes et de l'eau. Comme si toute la forêt était un terrain de jeu pour une curiosité sans limite. Un capucin peut vivre plus de 40 ans. Au cours de sa vie, il ne se contente pas de manger, de dormir et de se reproduire, mais il apprend, se souvient et enseigne également. La génération précédente a transmis son expérience de vie par l'action. La génération suivante préserve par l'observation. La forêt devient une école ouverte, où la connaissance n'est pas contenue dans les livres, mais gravée dans l'écorce des arbres, le souffle et les yeux. Et donc, Capucin n'est pas simplement un singe. Il témoigne de l'intelligence primitive de la nature, une intelligence qui n'a besoin ni de langage ni de technologie, mais qui est pourtant suffisante pour survivre, s'adapter et innover dans un environnement difficile et en constante évolution. Si les singes hurleurs sont ceux qui maintiennent le rythme de la forêt avec leurs sons profonds et résonnants, alors les capucins sont ceux qui construisent des langues vivantes à travers le comportement et la mémoire. Ils ne rugissent pas, mais chaque pas, chaque bond, chaque pierre ramassée, est une façon de dire « Nous comprenons cette forêt parce que nous l'avons apprise, chaque jour ». Au milieu de la canopée verte et dense, où la lumière du soleil ne filtrait qu'à travers les interstices entre les feuilles, une tache colorée apparut soudain, comme un éclair tropical. Pas un papillon. Ce n'est pas une fleur non plus. C'était un toucan avec un long bec flamboyant, des ailes douces et des plumes noires veloutées parsemées de rouge, de jaune et d'orange. Dans une forêt où la plupart des créatures choisissent de rester cachées pour survivre, les toucans se démarquent, comme si leur couleur était un défi aux règles normales du camouflage. Le bec surdimensionné peut occuper jusqu'à un tiers de la longueur du corps et semble lourd, mais est en fait étonnamment léger. La structure interne est en forme de nid d'abeille,
creuse, avec de fines os entrelacées qui aident à la maintenir en place sans exercer de pression. Le bec ne sert pas seulement à cueillir des fruits à distance, mais aussi à être un climatiseur naturel. Lors des journées chaudes, le toucan dilate les vaisseaux sanguins à l'intérieur de son bec pour refroidir son corps. Un système biologique parfait, aussi sophistiqué que les plus beaux designs industriels. Les toucans ne chantent pas bien, mais ils parlent en son. Leurs cris sont forts et clairs, comme le coassement rauque d'une grenouille des bois ou le bruit d'une porte en bois creuse. C'est ainsi qu'ils communiquent dans la jungle bruyante, se localisant les uns les autres alors qu'ils volent à travers l'épaisse canopée. Ils vivent en couple ou en petits groupes, se lient pendant longtemps, se lissent régulièrement les plumes et dorment ensemble dans des trous d'arbres étroits, où leur corps et leur bec massif doivent être contractés au maximum. Le régime alimentaire du toucan se compose principalement de fruits mûrs, qu'il sélectionne, ramasse, jette en l'air et avale entier, sans mordre. Mais les toucans sont aussi des mangeurs opportunistes, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux nids de petits oiseaux, mangeant des œufs ou des poussins. Un aspect peu connu, mais essentiel, de la chaîne alimentaire fermée de la jungle. Ce qui est particulier, c'est que le toucan joue un rôle irremplaçable dans la dispersion des graines. Lorsqu'il mange le fruit, les graines sont transportées dans le tube digestif et excrétées ailleurs, où de nouveaux semis sont semés, loin de l'arbre mère, protégeant ainsi la diversité de la forêt. Un oiseau, un vol, une graine et un avenir. De plus, le toucan est également une icône culturelle. Dans de nombreuses cultures amérindiennes, ils sont considérés comme des messagers des dieux, servant de pont entre le monde humain et la forêt sacrée. Et en effet, avec son plumage mystique et son bec aussi brillant que le soleil, chaque fois que le toucan passe, la forêt semble être touchée par la lumière. Mais cette beauté est aussi une arme à double tranchant. Les toucans sont chassés comme animaux de compagnie, ou simplement parce qu'ils sont trop beaux. Et dans un monde où les forêts rétrécissent de jour en jour, des créatures comme le toucan, qui vivent très haut dans le ciel, se nourrissant de fruits mûrs et de creux d'arbres anciens, sont parmi les plus vulnérables. Au milieu d'une forêt qui change de couleur à cause de l'impact humain, le cri rauque du toucan résonne encore comme une douce cloche de rappel. Cette beauté n'est pas seulement à voir. Mais pour protéger.
Et si un jour ces couleurs éclatantes ne traversent plus la cime des arbres, la forêt perdra une partie de son âme. Dans le monde où le singe hurleur donne le rythme, le singe capucin explore, c'est le toucan qui égaye la forêt, de son existence colorée et fière. Celui qui n'a pas peur de se démarquer et qui rend ainsi la forêt jamais monotone. Alors que la dernière lumière vacillante du jour commençait à filtrer à travers le feuillage dense, des pas silencieux mais féroces commencèrent à se déplacer. Pas de rugissement, pas d'ailes, pas de couleurs vives. Juste une longue vague noire et vivante qui roule sur le sol comme si la forêt prenait une profonde inspiration. Ce sont des fourmis de l'armée, les plus petites mais les plus puissantes guerrières de la jungle du Panama. Sans ni permanent ni royaume souterrain, les fourmis légionnaires sont des vagabondes perpétuelles. Le troupeau peut compter des centaines de milliers de bêtes, se déplaçant comme une armée silencieuse à travers la jungle, parcourant des centaines de mètres chaque jour, mangeant tout ce qui se trouve à sa portée. Ils ne chassent pas furtivement. Ils ne tentent pas d'embuscade. Ils ont été submergés par leur nombre, leur rapidité et leur précision froide. Chaque fourmi est un rouage d'une machine parfaite. La formation est organisée comme une véritable armée, les fourmis ouvrières marchent en premier, explorant le chemin, de grandes fourmis guerrières protègent les ailes, les fourmis logistiques s'occupent des larves, la reine des fourmis est enfermée au milieu, où elle est absolument en sécurité. Lorsqu'ils rencontrent des obstacles, ils ne s'arrêtent pas. Ils construisent des ponts avec leur propre corps, s'accrochant les uns aux autres avec leurs mâchoires, formant des ponts vivants, traversant des ruisseaux, des trous dans le sol ou des racines d'arbres emmêlées. Aucune commande n'est nécessaire. Il n'y a pas de leader qui donne des ordres à chaque étape. Tout fonctionne par instinct préprogrammé, comme si la colonie de fourmis était un corps géant, avec sa propre volonté, sa propre mémoire, ses propres objectifs. À chaque mouvement, ils entraînent derrière eux une chaîne de chaos, insectes, araignées et petits lézards paniquent et s'enfuient. Les oiseaux de proie tels que les fourmiliers suivent la colonie de fourmis pour attraper les proies rassemblées. La jungle devient en un instant une scène en mouvement, où les fourmis ne sont pas seulement des prédateurs, mais aussi une force qui perturbe tout l'ordre de la vie. Ils ne tuent pas par agressivité. Ils tuent pour survivre. Et à chaque fois qu'elles s'arrêtent, les fourmis légionnaires créent une forteresse vivante, reliant leur corps pour former un mur autour de la reine et de ses œufs. Un nid de fortune, mais sûr et étanche, ne dure que quelques jours, avant que la colonie ne continue ses pérégrinations. Aucune créature de la forêt tropicale ne peut bouleverser son environnement aussi silencieusement que la fourmi légionnaire. Ils ne sont pas proéminents. Ils ne sont pas effrayants lorsqu'ils sont vus individuellement. Mais lorsqu'ils sont mis ensemble,
il constitue une démonstration claire du pouvoir de l'unité dans la nature. Où un individu peut être écrasé, mais le collectif est imparable. La jungle du Panama n'a jamais été un endroit solitaire. Du hurlement du hurleur, à la sagesse du capucin, aux couleurs du toucan, jusqu'aux pas de créatures que personne n'entend, tout est connecté, bouge, s'influence mutuellement d'une manière que les humains ne peuvent pas encore pleinement comprendre. Et dans ce contexte, les fourmis légionnaires sont la lignée silencieuse, nettoyant silencieusement la forêt, renouvelant le sol et ouvrant la voie à la poursuite du cycle. Quand la nuit tombe et que la forêt est silencieuse comme si de rien n'était, seuls ceux qui sont suffisamment patients comprendront, il y a des batailles qui se déroulent non pas avec des rugissements, non avec du sang versé, mais avec des millions de petits pieds, qui avancent sans jamais reculer. Aucune espèce n'est primaire, et aucune espèce n'est secondaire. Dans cette forêt, chaque créature, qu'elle soit petite ou brillante, silencieuse ou bruyante, est une note dans l'harmonie géante de la vie. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés, si les humains sont suffisamment sobres pour ne pas briser ce rythme. Le Panama, cette petite bande de terre entre deux mondes, maintient la jungle verte, les sons vivants et la vie continue. Nous ne sommes pas seulement des observateurs. Nous faisons partie de cette histoire. Et la question n'est plus, vont-ils survivre ? Mais plutôt, méritons-nous encore de rester dans le monde qu'ils préservent ?